Une élection en cache une autre, dit l'adage. Fini la grosse bagarre, le long feuilleton à la Fédération ivoirienne de football. 2 ans de crise, de division, d'invectives. Le débat fut houleux sur les réseaux sociaux et même sur certains plateaux de télé. Au finish, la fêtière a un nouveau président, Yacine Idriss Diallo. Place à un autre débat d'un autre niveau dans le sport ivoirien. La page s'ouvre sur les élections au comité national olympique, qui pour succéder au doyen, au vieux, le général, au pouvoir depuis 20 ans, obligé de céder son fauteuil, le général Palanfo. Là aussi, 3 mousquetaires, 3 gladiateurs, comme à la FIF. Le charismatique Bamba Cheikh Daniel, ex-président, ex-patron du taekwondo, médaillé d'or olympique. Maître Ngouan Georges, l'avocat, le méthodique et inamovible président du tennis ivoirien. Et l'homme de l'homme, le numéro 2 du général, l'héritier, dit-on, l'enseignant Kwaku Lucien. 3 encore pour un fauteuil. Et là encore, la bataille s'annonce rude, épique. Et là encore, on ne se fait pas de cadeaux. Pas du tout. Le parrain, l'ancien, tient les cartes en main. Pas question de céder facilement ce fauteuil tant convoité. Il va falloir batailler jusqu'au bout. Et cela sans répit, mais avec patience, stratégie et surtout abnégation. Car le maître est toujours là. Le combat des chefs est engagé. C'est ça aussi la vérité du sport ivoirien. Ce n'est que le début d'un autre feuilleton électoral. Vérité des sports. Bonsoir à tous. Merci de votre fidélité et bienvenue sur la mer des radios en Côte d'Ivoire. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il y a au menu de ce Vérité des Sports? Menu, bien sûr, en débat. Ligue européenne des champions, le Real Madrid battu, mais encore en vie. Retour sur les enseignements du choc City, Man City, Real Madrid. En débat du football, Idriss Diallo élu à la tête du football ivoirien. Bien sûr, quels sont les défis à relever? Quelles priorités pour le désormais numéro 1 du football ivoirien? On en parle. Et puis dans ce VDS, élection à la présidence du CNO Côte d'Ivoire, Comité national olympique. Élection sous tension déjà, 3 candidats pour le poste. Ça sent la crise. Que faut-il faire pour éviter le clash? Comment aller à des élections apaisées? On en parle dans ce VDS avec certains confrères également. Ici en plateau avec nos consultants. VDS Micro, présentation Brice Kwasi, collaboration Abdou Eric. Famille nous accompagne techniquement. Bonsoir à tous et bienvenue. Moribane, bonsoir. Bonsoir Brice Kwasi. Heureux de vous retrouver. On va parler de golf avec notamment la 22e édition de l'Open de golf de Côte d'Ivoire, doté du trophée Félix Houphouët-Boigny, qui aura lieu du 9 au 15 mai prochain à Yamoussoukro. Le lancement de cette compétition prestigieuse s'est tenu à l'Ivoire Golf Club dans la commune de Cocody en présence des partenaires sponsors de l'événement. 25 millions de francs CFA. C'est la cagnotte globale que se partageront les lauréats, dont 5 700 000 pour le grand vainqueur. Stéphane Lavry est le président du comité d'organisation, comme on le dit, le PCO. Il annonce ici une édition 2022 très relevée. L'année dernière, on avait remis à jour le parcours, mais cette année, on l'a rendu encore plus vert. Donc, il sera différent de l'année dernière. Donc, les joueurs qui ont joué l'année dernière seront un peu surpris, au fait, par la différence de ce parcours-là. On a mis en place un apéro golfique. On va permettre à tous les sponsors de pouvoir se réunir, se regrouper à un endroit et pouvoir parler ensemble. Cette année, ça sera très challengé et nos éléphants ont intérêt à bien s'entraîner parce que les meilleurs de l'Afrique et de l'Europe viennent. Thomas Levé vient. Thomas Levé est un champion français qui joue aujourd'hui sur le Tour senior, mais qui a gagné pas mal de compétitions sur le Tour européen et qui vient pour participer et pour nous aider et faire connaître le golf de Côte d'Ivoire à travers le monde. Tous les récents champions des dernières éditions seront là. Emos Kobla, Vincent Torga, Madalisto Moutia seront là. Ça promet d'être une belle fête. Et puis environ 200 golfeurs de divers pays ont déjà confirmé leur participation. Le président de la Fédération de golf en Côte d'Ivoire en parle. On écoute Emmanuel Kofi. Cette nouvelle édition, on s'attend à ce qu'on ait plus de golfeurs à cause du fait que la pandémie commence à reculer. Donc les restrictions sanitaires aux aéroports ont été amenuisées. Déjà sur la liste de nos inscrits, on a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur. On a beaucoup de golfeurs qui viennent de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique australe. On a quelques joueurs qui viennent d'Europe et on a même quelqu'un qui vient de Bermude. Et je crois que ça augure d'une très bonne compétition cette année. L'Open attire les participants sur la base de la cagnotte qu'on donne. Plus on aura de sponsors, plus la cagnotte sera grande, plus on aura plus d'affluence. Donc on fait appel à tous ceux qui nous suivent et à tout le monde pour associer leur image à cet événement. C'est un événement international. Et puis représentant le ministère des Sports à cette cérémonie de lancement, Durand Gervais, directeur de la vie fédérale du sport de haut niveau, rassure le soutien de l'État pour la réussite de ce tournoi. On dirait un tournoi majeur.
C'est de souhaiter que la Fédération du golf en Côte d'Ivoire puisse, de par ses démembrements, faire en sorte que cette activité puisse montrer encore le rayonnement de la Côte d'Ivoire à l'extérieur, qu'elle puisse bien se dérouler. Et le ministère a toujours soutenu la Fédération du golf en Côte d'Ivoire de par les subventions aux commissions internationales qu'elle octroie à cette fédération. Et le ministère a essayé de faire, par les moyens qu'il avait, de faire en sorte que ces moyens puissent parvenir à la fédération. Un soutien à la fédération pour cette importante activité qui est l'Open de golf en Côte d'Ivoire. Mourou-Bané, on va le dire, hein, Emmanuel est bien sûr le pari pour le président de la Fédération de golf, Emmanuel Kofi, de ramener cette discipline au haut niveau, 22e édition de l'Open de golf de Côte d'Ivoire à Yamoussoukro, comme quoi 25 millions de francs CFA dans la cagnotte, c'est quand même un bon niveau cette compétition. Oui, disons que c'est une récompense très très élevée, très importante, et je pense que tous ceux qui font le golf par amour vont aujourd'hui chercher à se professionnaliser. Et on ne cesse de le dire que le golf est un sport de riches parce que la raquette déjà, ça coûte un prix. L'équipement en général, les chaussures, les habits que vous portez, ceux qui sont chargés de transporter avec vous tout le matériel, c'est déjà quelque chose. Et c'est pas donné à n'importe qui. Mais il faut s'y adonner et avec l'encadrement de la fédération, c'est sûr et certain que vous allez un jour sortir de l'ordinaire. Mais les 25 millions, j'avoue que ce sera très très défendu par les différents golfeurs qui sont là. Allez, je rappelle 5 700 000 pour le grand vainqueur de ce Open golf au doté du trophée Félix Ouahi du 9 au 15 mai prochain à Yamoussoukro. Bonsoir Brice. Bonsoir Habib Sanogo. Bonsoir. Hier on s'est régalé, à commencer par Habib Sanogo bien sûr. Hier vraiment c'était du plaisir, c'était du spectacle, c'était de la sensation, de l'émotion, tout dans ce match tant attendu, annoncé comme la finale avant la lettre de la Ligue des Champions. Man City Real Madrid, finalement victoire des Anglais 4-3. Quelle leçon vous tirez, Habib, de cette rencontre prolifique où l'équipe de Man City, pas 2 fois amenée, mais on a vu une équipe capable de réagir également du Real Madrid? Mais je pense qu'on a assisté vraiment à une très très belle rencontre. Hein. On a renoué avec le beau football que nous aimons tous. Et je pense que ceci aussi est dû au fait qu'il n'y a plus de calcul puisque les buts à l'extérieur, les buts à l'intérieur, tout ça ne compte plus. Je pense que les joueurs se donnent sans calcul. On ne cherche pas à conserver le sport. Et je pense que ça donne vraiment des rencontres palpitantes. En tout cas, nous sommes régalés. Nous qui aimons le beau football. Et comme je l'avais prédit, j'étais bloqué sur les fantaisies de Pep Guardiola. Mais hier, quand même, il nous a donné une copie assez stable. Et je pense que si ces deux titulaire Kyle Walker et Conceição étaient là, peut-être que je pense qu'ils auraient eu peut-être une victoire assez large, en tout cas, au moins en tout cas de 2 buts d'écart. Mais bon, ce n'est que partie remise et nous attendons impatiemment donc la deuxième phase de ce match qui quand même tout de même a révélé que le Real était une équipe résiliente. Mais comme je l'ai dit, elle repose essentiellement sur la capacité de Peter Fétis, Karim Benzema à revenir au score. Mais j'ai peur que si d'ici là un beau goal lui arrive, ça ne soit fini pour le Real de Madrid. Non, Liapo, vous également, vous avez pris énormément de plaisir à suivre ce match. 7 buts marqués. Est-ce que City mérite cette victoire face au Real Madrid 4-3? Oui, c'est effectivement un match qui a tenu toutes les promesses. Et c'est un match qu'on annonçait comme la finale avant la lettre. Et je crois que ça a tenu tout le public en haleine. C'est vrai, City a certainement mérité sa victoire, mais je l'ai dit hier et je le redis aujourd'hui, le Real de Madrid est habité par une très grande baraka. C'est une équipe qui joue aujourd'hui avec un mental très fort. Regardez ce qui s'est passé hier, encaisser 2 buts très tôt dans le match et ne même pas paniquer et revenir dans le match. Quand vous regardez l'occasion de but que Zidane marque, c'est tout ça qui est la baraka. Et ce que j'ai noté hier, par contre, c'est que les défenses ont été très très peu solides. Les défenses ont été poreuses parce que 7 buts encaissés, je ne sais pas comment cela va se faire, comment cela se fait même. Mais pour le match retour, j'ai dit que ça va être encore un autre match qui va tenir toutes ses promesses. Les buts à l'extérieur ne comptent plus. Le Real va jouer sur ses bases. C'est un Real qui a un mental très fort, qui peut, je dis, qui aujourd'hui, avec toute la baraka qu'il habite, qui peut renverser la situation. City a effectivement mérité sa victoire hier. Ils ont tout donné, ils sont venus de partout, mais le Real a su les contenir
pour arriver à ce score-là, sinon ça aurait pu être un score un peu plus grand. Mais Moro, ici en plateau et justement en studio ici, ce City-là a montré quand même qu'elle était capable à tout moment de faire mal au Real Madrid. Effectivement, cette jeune équipe de City a donné du fil à retordre à l'équipe du Real de Madrid parce qu'ils étaient sur tous les bons coups. Et comme l'a dit Noël Yapo, ils auraient pris plus de 4 buts que personne n'allait crier haro sur le baudet parce qu'ils ont dominé le match. Mais avec tous ces ratés, finalement, le Real a pu marquer 3 buts. Et j'avoue que j'ai été, très, très regardant sur la production de Benzema. Karim est très en forme, 14 il est buts, très très en forme et on se demande, et tout le monde se pose la question, Habib vient de le dire, si Benzema n'est pas là, ça va poser problème au Real de Madrid parce qu'on a vu un peu le poids de Benzema sur cette équipe du Real de Madrid, mais souvent aussi il faut un élément comme ça autour duquel tourne toute une équipe. Et Benzema, c'est l'aîné, c'est le grand frère des autres. Et il ne fait que galvaniser sa troupe. Comme du bon vin, hein, vraiment. Comme du bon vin. Et lui-même, il est à la tâche, il marque des buts pour donner, l'exemple. Et on a vu le but aussi de Vinicius à la 55e minute. C'est dire que c'est un bloc qui tourne autour d'un seul élément qui est Benzema. Et donc, City aurait pu tuer le match, mais j'avoue que j'ai un peu peur pour cette équipe au match retour. Est-ce que le Real va pas s'y prendre autrement pour venir à bout de Manchester City? Mais faisons très très attention à cette équipe de Manchester City parce qu'elle a des joueurs jeunes, très mobiles, très offensifs et qui rentrent dans n'importe quelle défense et qui peuvent aussi surprendre dans l'entre même du Real de Madrid. Allez, une question à deux volets avec Habib, évidemment. Comment vous expliquez la porosité, c'est-à-dire le fait que les défenseurs laissent quand même des boulevards, 7 buts marqués, c'est énorme. Et puis, déjà, projection sur le match retour du côté du Santiago Bernabéu. Bon, je pense qu'on le dit depuis le départ aussi, que cet attelage entre Alaba et puis le Brésilien n'est pas forcément une bonne monture d'un axe central. Hein. Voilà, et puis tu as Cabral qui a beaucoup porté vers l'avant. Et comme City joue sur le côté, donc souvent ça déséquilibre donc la défense de Real. Concernant Man City, bon, je pense qu'on a vu avec l'absence de Diaz, je crois. Et puis l'absence surtout de Cancelo, désorganisé cette équipe. Vous avez vu que l'entraîneur a dû faire appel au vieux Brisca Bernardino. On a vu que le vieux égalisateur de Vinicius est venu par lui dans une fin de décor. Et puis voilà, tout est parti. Donc je crois que c'est des équipes quand même qui ont malheureusement des défenses friables. Et ça aussi, ça peut aussi, si l'équipe qui n'arrive pas à régler cette faiblesse avant le match retour, ça peut beaucoup compter aussi pour le résultat final du prochain match. Justement, ce résultat final, vous le voyez comment Noël Yapo, ce match retour au Santiago Bernabéu, on l'a dit, il y a plus de buts à l'extérieur, 4-3, avantage pour le moment pour City. Bah oui, avantage pour moi pour City, mais comme je le dis toujours, c'est que cette équipe du Real là, aujourd'hui a un mental très fort. C'est une équipe qui a de l'expérience, qui à la limite a gagné tellement de Champions League qu'aujourd'hui elle n'a pas la pression. C'est une équipe du Real qui n'a pas la pression, qui a toute la chance de son côté. Regardez comment le Real est arrivé à ce niveau de compétition. À chaque fois, on l'a annoncé pratiquement, on a annoncé cette équipe-là morte, mais ils ont réussi à ressurgir à chaque fois. Et donc, cette baraka-là va les habiter jusqu'au bout. C'est une équipe de Real que je vois passer certainement difficilement Manchester City, mais à 1-0, ils seront à égalité, et poussés par leur public. Et avec la baraka de Benzema, Baré l'a dit tout à l'heure, toute l'équipe tourne autour de Benzema. Mais on n'arrive pas à mettre un schéma pour empêcher Benzema de jouer. Paris, il a essayé, ça n'a pas marché. Tous ceux qui ont essayé, ça n'a pas marché. Et je pense que cette équipe de Real là, sans pression, parce qu'elle a déjà gagné plusieurs fois la Champions League, peut encore se retrouver en finale de cette édition pour cette année. Allez, messieurs, on va faire le dernier tour de cette Ligue des Champions. Mouroubane, on a un gros match tout à l'heure. Liverpool-Villarreal. Attention à Villarreal qui a sorti le Bayern Munich, qui a sorti la Juve. Vous voyez ce match, est-ce que Villarreal peut faire trembler Liverpool? Oui, disons que Villarreal, le sous-marin jaune, qui a terrassé de nombreuses équipes et qui est en train d'arriver. Vous savez que ce match est historique parce que par 2 fois, ces deux équipes se sont rencontrées seulement par 2 fois en 2015-2016 lors de la Ligue Europa. Et chacune d'elles a battu l'autre à domicile.
Villarreal a battu Liverpool 1-0 en Espagne et Liverpool a pris l'ascendant 3-0 en Angleterre. Aujourd'hui, c'est considéré comme la belle parce que ces deux équipes vont se rencontrer en demi-finale. On ne peut pas déjà dire que Liverpool va, disons, avec ses vedettes comme le favori. Il faut faire très très attention. Villarreal, c'est une équipe très très joueuse qui arrive à fermer pratiquement tous les coins-recoins, qui arrive à museler les attaques les plus percutantes. Et donc, je dirais que c'est un match qui va se jouer sur des détails près. Si Sadio Mané arrive à s'extirper de la défense de Villarreal, c'est sûr et certain qu'il pourra faire quelque chose. Même chose pour Firmino, même chose aussi pour Mo Salah. Donc, c'est dire que véritablement, ces deux équipes se connaissent. Et ça va se jouer sur des détails, sur le coup de pied arrêté à peu près. Il y a pour ce match entre les jaunes de Villarreal et les rouges de Liverpool. Est-ce que vous mettez du 50-50 ou bien avantage pour Liverpool? Oui, d'emblée, on pourrait mettre l'avantage pour Liverpool parce que ça va être le match des vedettes contre le bloc équipe parce que Liverpool, c'est des grosses stars. Mais Villarreal, c'est un bloc équipe qui aujourd'hui n'a quasiment rien à perdre. Ils sont arrivés en demi-finale de cette Champions League là où on ne les attendait pas. Ils n'ont pratiquement pas la pression. Même si ils sont éliminés, même si aujourd'hui ils encaissent 4 buts, 5 buts, personne ne va crier. Mais il faut faire très attention quand une équipe arrive à ce niveau et qu'elle joue surtout en bloc avec un entraîneur qui a envie de faire ses preuves qu'on n'attend pas à ce niveau-là. Je dis oui, léger avantage à Liverpool, mais attention, on va voir aujourd'hui certainement un autre gros match. Pour terminer avec notamment Habib Sanogo, ça serait un duel tactique. Jürgen Klopp face à Unai Emery. Qui pour piéger qui? Est-ce que Villarreal peut réussir le coup face au Bayern Munich ou la Juventus? Est-ce que vous croyez en cette équipe de Villarreal? Oui, je pense que cette équipe-là a la capacité, ou a le don de faire déjouer ses adversaires. On l'a vu contre le Bayern. Elle donne l'impression de ne pas être mordante, mais en même temps, elle ne se laisse pas déborder. Donc je crois que ça va être vraiment très tactique et je suis convaincu que cette équipe, est-ce qu'elle va regarder Liverpool jouer? Si elle arrive à contenir Liverpool dans les 20-30 premières minutes, je pense qu'elle va pouvoir sortir pour pouvoir donc montrer son vrai visage. Donc c'est un match pour moi 50-50. Liverpool n'a pas le droit de croire que ce serait un match facile. S'ils prennent la Villarreal de haut, en tout cas ils risquent vraiment de passer un mauvais quart d'heure. Allez, merci Habib et merci évidemment. Et on vous souhaite également une très bonne nuit du destin aujourd'hui. À vous également, à tout le monde de l'autre côté, l'INGS et puis surtout merci. On se retrouve le match retour juste après. C'est tellement vendredi, on se retrouve après le point de ces matchs entre Villarreal et Liverpool. Mais surtout pensez à Man City Real. Merci et puis bonne soirée chez vous. Merci, on va parler de football ivoirien. On reste avec notamment Noël Yapo et Morouk Bané. Morouk Bané, on le sait, le président de la Fédération ivoirienne de football, c'est M. Yacine Idriss Diallo. Quels sont les défis qui attendent immédiatement le président élu? On en a énuméré quand même 4. On va essayer de les développer tout à l'heure. C'est bien sûr dans quelques instants sur Radio Côte d'Ivoire. Dans la passation des charges, le 4 mai prochain, c'est bien sûr les challenges qui attendent Idriss Yacine Diallo, désormais à la tête de la Fédération ivoirienne de football. On en a énuméré 4 gros challenges, 4 défis. Le dossier des éléphants de Côte d'Ivoire à 14 mois de la Coupe d'Afrique des Nations ici en Côte d'Ivoire. Ramener la paix et l'unité au sein de la famille du football. Revaloriser les compétitions locales et le championnat des jeunes, également le championnat des femmes, et puis les relations avec la CAF et la FIFA. Il faut relancer et surtout mettre à un bon niveau ces relations. Messieurs, avec Noël Yapo. Noël Yapo, sur le dossier des éléphants de Côte d'Ivoire, on le sait, le candidat le candidat Idriss Diallo avait dit, il avait déjà son idée du futur entraîneur et il avait parlé également d'une équipe commando. Qu'est-ce qu'il faut pour rapidement mettre sur pied une équipe compétitive des éléphants à 14 mois désormais de la CAN pour Idriss Diallo? Déjà, il faut que, comme il avait dit lui-même, qu'il aille vite dans le choix du sélectionneur. Il en a parlé. Il faut déjà une direction technique qu'il doit mettre en place très rapidement. Il faut un sélectionneur, puisqu'il a déjà annoncé le tempo. Il a dit qu'il faut, une doublure. Bon, donc il faut qu'il mette ça en place déjà. Et c'est ce sélectionneur-là à qui il va donner des critères. Alors, qui va donner des critères? Parce que quand on dit une équipe nationale commando, ça veut dire qu'il faut des critères. Et donc, c'est ce sélectionneur-là qui, rapidement, va pouvoir mettre en place cette équipe nationale commando-là pour commencer dès maintenant à préparer cette Coupe d'Afrique qui arrive. Je l'ai dit, personne n'aura de raison de nous dire pourquoi on n'est pas arrivé minimum en finale de cette Coupe d'Afrique. Bon, mais il faut commencer dès maintenant à le faire avec déjà le choix du sélectionneur.
Allez, Moroubane, ici en plateau, c'est clair, il a dit, il faut rapidement un sélectionneur. Il a opté, selon ses premiers propos, pour un sélectionneur qui est expatrié, qui sera secondé par un local qui doit apprendre et qui dans 2 ans sera certainement le sélectionneur type. Est-ce que pour vous, c'est déjà un profil qui peut permettre à cette équipe de progresser? Oui, cela peut se concevoir ainsi, mais je dirais simplement que nous avons ici en Côte d'Ivoire une direction technique nationale. Et cette direction technique nationale, le nouveau président peut s'appuyer sur elle. Et s'il fait venir un expatrié pour entraîner les éléphants, il faut que de concert avec cette direction technique nationale, il puisse au moins avoir une idée et puis avoir un plan d'ensemble pour pouvoir coacher cette équipe-là. Et cela pourra permettre à l'expatrié qui arrive de connaître et de mieux jauger l'environnement national, local, je dirais, et aussi d'être conseillé par le DTN qui est en permanence ici, par des joueurs du terroir qui peuvent apporter un plus. Il faut mettre ces joueurs-là en situation de jeu. Il ne faut pas faire comme Baumel qui prend Konaté Karim pour, disons, faire plaisir aux supporters de la SEC. Et puis bon, l'enfant, ça va, il est sur les bancs. Mais il faut les faire jouer, il faut leur donner du temps de jeu pour leur permettre de se comparer un peu aux professionnels. Et ça, c'est déjà ce qu'on lui souhaite. Et dans son bureau, déjà, il a une personnalité qu'il va désigner pour suivre l'équipe nationale. À cette personnalité-là, d'aller en éclaireur en Europe, rencontrer les différents joueurs pour leur dire il y a une nouvelle fêtière, voilà comment nous comptons travailler avec vous, et aussi voir déjà ceux qui sont aussi à même de pouvoir venir. Et c'est ça l'occasion de nouer le contact avec les Seko Fofana et autres qui ont encore le frein à la main, qui ne veulent pas venir. Le responsable, le futur responsable des éléphants est déjà connu. Il faut le mettre déjà au travail. Allez, Annoncia Seou est notre confrère de l'autre côté également, qui connaît mieux le dossier des éléphants. Ça sera certainement le premier grand dossier du président Idriss Diallo. Que faut-il faire pour pouvoir donner un entraîneur quand même qui puisse redonner la confiance aux Ivoiriens, parce qu'on sait qu'ils ont été très déçus à l'issue de cette Coupe d'Afrique des Nations. Annoncia Seou. Non, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Bonsoir, Côte d'Ivoire. Et le président élu l'a dit, avant même d'être porté à la tête de la Fédération ivoirienne de football, l'a dit. Sa mission, c'est de mettre sur place une équipe commando au niveau des éléphants avec un entraîneur expérimenté, deux entraîneurs expérimentés et un expatrié qui sera soutenu par un local. Moi, je mise beaucoup sur un entraîneur local et pour créer au moins un cadre, parce qu'après l'épisode... Alors, est-ce que vous misez sur un entraîneur local? Quel est le nom qui vous sort comme ça, ou bien quel profil? Ils sont beaucoup aujourd'hui. Vous avez Zawi François, vous avez Yaya Touré, vous avez Kolo Touré, vous avez Kaye Oulaye, vous avez Alain Guamene. Ils sont tous là, mais il faut un projet. Parce que les éliminatoires, la CAN 2023 que nous allons organiser en Côte d'Ivoire commencent en juin prochain. Et la Côte d'Ivoire, c'est vrai, est qualifiée d'office, mais on a besoin de nous préparer déjà, être en jambes face à la Zambie, aux Comores et aux Lesotho. Donc vous voyez déjà qu'on doit être dans le bain, et une équipe compétitive, être vraiment en jambes avec des joueurs qui ont besoin de prouver. Parce que là, après l'épisode, Patrice Baumel n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde, on va la regarder à la télévision. Et encore, on sort en 8e de finale d'une CAN. Le chantier est vaste et une CAN qu'on doit organiser en Côte d'Ivoire avec toutes les infrastructures possibles. Il faut avoir une équipe compétitive qui puisse rêver les éléphants. C'est vrai, on ne va pas pour gagner la CAN, même si tout le monde le souhaite, mais déjà pour une équipe qui fasse rêver les Ivoiriens, qui fasse honneur à la Côte d'Ivoire et à tout le monde qui apprécie. Comme vous voyez la prestation des éléphants face à l'équipe de France, vous nous dites avec de tels talents, comment on a pu faire pour ne pas être à la Coupe du Monde. Donc, il le sait. Aujourd'hui, l'équipe nationale a fait beaucoup pour le pays. Depuis 2006 jusqu'en 2015, on était vraiment aux passions du football africain. Il faut retrouver cette place au niveau du classement FIFA, et cela passe par un encadrement technique compétent et non un bricolage à la tête. Donc il le sait, il doit enrouler des entraîneurs, un encadrement technique. J'ai écouté Maurice Dané qui parle d'une direction nationale. Elle aussi, elle a besoin de faire sa mue avec des personnes de ressources et non des mercenaires qui viennent et qui bricolent tout. Et aujourd'hui aussi, il faut réhabiliter le centre technique national à Benjamin, avoir nos clés fontaines en Côte d'Ivoire pour que quand nos joueurs arrivent, ils ne dorment pas dans des hôtels où il y a par moment des scandales. Donc je pense que le nouveau président
a beaucoup à faire. D'abord, il doit nous donner un entraîneur chevronné qui est capable de coacher cette équipe des éléphants. Allez, bien sûr, Adolphe Angoua également de l'Infodrome nous a rejoint. Adolphe, pour le deuxième point, c'est ramener la belle unité au sein de la famille du football ivoirien. Comment il doit s'y prendre? Qu'est-ce qu'il doit faire pour pouvoir ramener certaines unités? Parce qu'on sait qu'on est divisé au niveau du football ivoirien. Adolphe Angoua, bonsoir. Bonsoir, cher Brice Kwasi. Allez-y, que faire pour ramener la paix, la sérénité au niveau l'unité au niveau du football ivoirien pour Idriss Diallo, le nouveau président? Comme son programme l'indique, je crois bien qu'il doit rassembler pour développer le football ivoirien. Je crois bien que c'est comme ça qu'il a baptisé son programme. C'est ça. Oui, parce qu'il faut reconnaître que le football ivoirien est divisé profondément depuis cette histoire des GX. Et si vous l'avez bien constaté, l'élection qui s'est faite à Yamoussoukro était une histoire de GX, comité exécutif sortant de la Fédération ivoirienne de football. Et c'est clair, il n'y a pas autre chose derrière. Voilà. Drogba est venu au dernier moment, alors que les deux camps étaient déjà formés. Donc dans cette configuration, il avait peu de chance. Quel que soit ce que Drogba allait promettre aux votants, ils étaient déjà braqués, chacun avait son camp. Donc voici un peu la configuration des acteurs du football ivoirien. Ils sont profondément divisés. Alors, aujourd'hui, après l'élection du président Yassine Idriss Diallo, son premier grand chantier, c'est de rassembler tout ce monde. Il faudrait qu'on se départisse de ces clans. Ceux qui m'ont élu, ceux qui ne m'ont pas élu, ceux qui ont opté pour Drogba, ceux qui n'ont pas fait. Il faudrait que tout le monde soit un pour que le football ivoirien aille de l'avant. Ça, c'est le premier grand chantier. Ok, allez, bien sûr, à côté Noël Yapo, justement, il a dit dans son discours après son élection, je serai très intelligent, très regardant, surtout sur ceux qui m'ont élu, et je tendrai la main à tous mes adversaires. Est-ce déjà un premier signal et que faut-il faire pour amplifier ce signal-là du côté d'Idriss Diallo? Lui-même, cela ne poserait pas problème. Mais c'est tous ceux qui ont élu Idriss, tous ceux, en ancien vient de parler, tous ceux qui hier étaient au GX, c'est à eux d'avoir l'humilité de reconnaître, c'est vrai qu'il y a eu cette crise avec le comité exécutif sortant, mais c'est à eux d'encourager le président élu, c'est à eux d'aller individuellement vers leurs amis, d'oublier tout ce qui s'est passé et de ne pas penser que bon, on a gagné, donc on va commencer par rendre la monnaie à ceux qui étaient là hier. Il faut enterrer ces choses-là parce que c'est le challenge le plus difficile du nouveau comité exécutif qui arrive là. Je dis, le football ivoirien ne peut plus être géré comme avant. Tout le monde aura les yeux dessus. Ceux qui ont soutenu Sori, qui ont perdu, vont avoir aujourd'hui les yeux dessus. À la moindre erreur, ça va être encore des tiraillements. Et donc, c'est comment faire déjà pour ramener la confiance entre ce groupe et le groupe qui vient d'être élu. C'est ça qui est aujourd'hui le premier challenge. Si ce challenge il est réussi, tout va découler, l'équipe nationale, toute la suite du programme du candidat Idriss va découler de cet aspect-là. Et donc, tous ceux qui ont soutenu Idriss, qui sont élus aujourd'hui, doivent avoir l'humilité, doivent garder un peu d'humilité et aller vers les autres et éviter les railleries, parce que c'est tout ça qui fait qu'on se tire dessus et le football ivoirien perd. Justement, Mourou Bani, on le sait, c'était du 50-50 lorsqu'on regarde l'élection pour Idriss Diallo et Sori Diabaté. Didier Drogba un peu en retrait avec ses 15 clubs votants, 21 voix. Mais c'était vraiment serré entre Idriss Diallo et Sori, quand on sait qu'Idriss Diallo était dans le GX et Sori Diabaté était dans le comité exécutif, qui a un groupe. Comment faire pour convaincre les hommes qui soutiennent Sori Diabaté à venir vers Idriss Diallo pour travailler ensemble? Parce qu'on peut se dire, on a de la revanche aussi en l'air. Oui, j'avoue, Brice, aujourd'hui qu'il faut dire que nous sommes entrés dans un cycle infernal de revanche. Parce que l'acte posé par le GX, c'est sûr et certain qu'il aura du répondant du côté de l'ex-comité exécutif. Comment faire pour éviter cela pour Idriss Diallo? Comment il faut faire pour l'éviter? Je pense que par humilité, c'est l'un des gros challenges, un homme comme Maître Roger Ognien se doit d'aller vers les vaincus et leur demander pardon. Parce qu'il ne faut pas oublier que même au décès de Sidi, Maître Roger Ognien a refusé de cotiser. Quand on lui a demandé que Sidi est décédé, il faut cotiser, il dit qu'il ne se reconnaît pas dedans. Et tout ça, ça a exacerbé les tensions.
Et maintenant, vous venez parler de réconciliation. Nous sommes partis pour un cycle infernal de revanche entre ces deux groupes-là. À moins qu'on efface les deux groupes, qu'on vienne avec un personnage nouveau pour relancer. La réconciliation entre ces deux groupes sera difficile, mais pas impossible. Pas impossible, mais qu'est-ce qu'il faut pour que ce soit possible? Parce qu'il le faut. Mais c'est ce que je vous ai dit. Il y a certains doyens qui ont posé des actes néfastes. Maître Roger Onien a pris sur lui de dire devant l'Assemblée générale de la SEC, ce comité exécutif ne viendra plus faire. Il en a fait son cheval de bataille et il a gagné. Et aujourd'hui, s'il veut la réconciliation, il est l'un des doyens du football ivoirien, qu'il prenne son bâton de pèlerin, mais connaissant l'homme qui est très très orgueilleux, il ne va pas le faire, mais il doit prendre son bâton de pèlerin, aller vers ses enfants, vers ses petits frères, leur demander pour les fautes commises, et ensemble, les gens vont savoir qu'il est véritablement quelqu'un qui vient demander pardon, et ils peuvent le suivre. Mais si c'est Idriss Diallo qui se lève seul, c'est pas évident qu'il puisse regrouper autour de lui tous ceux de l'ex-comité exécutif. Allez, allons-y de l'autre côté, vous qui connaissez évidemment la personne, vous qui connaissez pratiquement l'ensemble des acteurs du football ivoirien. Est-ce que Idriss Diallo a les moyens, les hommes pour aller tendre la main et réconcilier l'ensemble du football ivoirien? Oui, d'abord, j'aimerais souligner que Idriss Diallo n'est pas le candidat du GIE. Il faut que ça soit clair. Depuis un moment, je dis que le GIE a été disloqué en 2020 lorsque M. Sidi Diallo, fait à son âme, a dit clairement qu'il ne briserait pas un troisième mandat. Le GIE s'est disloqué. Koné Aboulaye, chez qui les réunions se tenaient, a rejoint le camp Didier Drogba. Abi a rejoint le camp Souré Diabaté. Et grâce à sa maestrie, à sa manière de conduire les hommes, Idriss Diallo a réussi à parler à Mali Toué et aux autres, Dao Mamadi et autres, qui disent non, je viens avec une nouvelle vision, rassembler. Ah, mais le constat, c'est que c'est les clubs du GIE qui se retrouvent là-bas chez lui. Oui, mais le problème, il n'est pas tel. Il a essayé de convaincre les membres du GIE à quitter le maquis. Ça aussi, il faut le souligner. Et c'est ce qui a fait sa force. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il a gagné. Et là, maintenant, il est élu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir quand même permettre aux adversaires de revenir à la maison? Il est élu aujourd'hui. Moi, ce matin, j'ai eu Malik Toué. Il dit, vous êtes élu. Il dit, le meilleur chantier, aujourd'hui, c'est la réconciliation. Dit à tout le monde, on ne vient pas pour faire la chasse aux sorcières, on vient pour développer. Et c'est le discours de Koné Mamadou, le président de la SOA, c'est le discours de Diabaté Aboula de l'Empéra, rassembler tout le monde pour aller de l'avant. Parce que celui qui est là, il n'est pas la figure de proue du GIE. C'est quelqu'un qui est neutre, qui est venu pour mener le rassemblement. Donc je pense qu'il a les qualités, de la manière, il a essayé de baisser la tension pour que les Mali, tous les frondeurs du GIE qui étaient à côté de avec le comité exécutif, à mettre de l'eau dans leur vin, il va réussir à interpeller tout le monde et à faire revenir Didier Drogba et Souri Diabaté dans le game. Comme on le dit, c'est le football ivoirien qui doit gagner et qui doit primer. On n'a pas besoin d'encore replonger dans les crises. On le dira, oui, ils ont combattu les autres à leur tour. Non, on a besoin d'aller de l'avant. L'élection s'est passée et il y a eu un vainqueur. Il faut aller de l'avant. Il a 4 ans pour délivrer son programme et il y aura besoin des clubs proches de Didier Drogba, de Souri Diabaté pour avancer. Aujourd'hui, le plus important, c'est d'organiser les compétitions. Il faut que les clubs aient les moyens pour avancer. Parce que ce n'est pas une question de personnes, mais c'est une question de football ivoirien. On reviendra sur la compétition. On va faire seulement ces deux pans, bien sûr. On va terminer rapidement avec, en une minute, bien sûr, notamment Adolphe Angoua. Est-ce qu'il peut réussir, Idriss, à réunir tout le monde en une minute? Est-ce que vous y croyez? Oui, je crois fermement parce que Idriss, ce n'est pas un nouveau. Comme on a coutume de le dire, c'est pour rigoler, il connaît le rouage du football ivoirien. Et il a avec lui quelques éléments qui sont rompus à la tâche. Il a un comité exécutif qui impose respect. J'espère qu'avec tout ce qui s'est passé, il va respecter ses paroles. La parole donnée au président de club. De toutes les façons, nous les journalistes, nous veillons au grain. S'il dérape, on va lui sortir son programme. On dit, voilà monsieur, ce que vous avez dit quand vous veniez à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Donc on va suivre ça. Allez, merci Adolphe. On termine avec Noël Yape. Vous également, Idriss a les moyens, a-t-il les hommes et quel va être son message, sa méthode pour pouvoir permettre à cette maison fissurée de pouvoir se réunir à niveau? Oui, Brice, je pense que ça doit être l'humilité. Moi, je dis que quand on veut rassembler, quand on veut réconcilier, il faut accepter parce qu'il va y avoir des choses dures à entendre. Aujourd'hui, il faut réconcilier. Il faut beaucoup d'humilité.
il a les hommes, et je suis d'accord avec Bané, les hommes qui sont derrière Idriss sont des hommes qui sont des têtes de liste, qui ont amené le football ivoirien tant dans son développement que dans sa crise. Ces hommes-là aujourd'hui doivent savoir qu'aujourd'hui ils sont avec Idriss. Il faut qu'ils fassent profil bas, qu'ils aient l'humilité pour aller voir les autres pour leur dire ok, hier il y a eu des difficultés, mais on ne s'est pas entendu, mais aujourd'hui nous on est prêts à venir vers vous pour travailler ensemble. Ce n'est pas une affaire d'un comité exécutif qui est déjà élu qui va travailler. Quand vous regardez l'écart de résultats, ça nécessite beaucoup d'humilité, beaucoup de respect vis-à-vis des autres. Il ne faut pas pavoiser parce qu'on a aujourd'hui une victoire. Il faut avoir profil bas, humilité et respect. Je pense que ça sont des éléments qui doivent inviter non le candidat, non le président Idriss seul, mais tous les membres qui tournent autour de lui vis-à-vis des autres pour pouvoir les amener doucement à cette confiance-là pour le nouveau départ du football ivoirien. Allez, merci. Demain, vendredi, on reviendra sur les deux autres piliers, les deux autres priorités, revaloriser la compétition locale, le championnat des jeunes ainsi que le championnat des dames, et puis les relations avec la CAF et la FIFA. On va à la pub et puis on parle tout à l'heure d'une autre élection. Des nuages sur cette élection, bien sûr. L'élection au comité national olympique, encore une autre élection qui va chauffer. Sur de gros nuages sur le scrutin au niveau du comité national olympique de Côte d'Ivoire, qui pour succéder au candidat, au président, bien sûr, au général président, général Lassana Palanfo. 3 candidats, 2 gros bras, Georges Ngouan, Bamba Cheikh Daniel, et puis un dans l'homme, celui qu'on appelle en griffe l'héritier, c'est-à-dire Julien Kouakou. En tout cas, on en parle avec quelques acteurs qui suivent au quotidien les activités du CNO. Moroubane, après les élections, la FIF place aux élections au niveau du CNO, et ça sent déjà une certaine élection serrée où on aura, pourquoi pas, vraiment une élection sous tension. Effectivement, on semble voir à l'horizon un temps nuageux parce que les nouvelles qui nous viennent du CNO et des différents QG de candidats ne sont pas vraiment bonnes, dans la mesure où l'ancien ministre, le président du taekwondo ivoirien, l'ex-président du taekwondo ivoirien, semble être exclu du jeu électoral. Et donc, je crois qu'il a fait valoir toutes ses griefs. Il n'est pas d'accord aussi avec le président du comité électoral qui a été proposé, qui a été pendant un moment son coéquipier dans le taekwondo, ensuite son adversaire, et aujourd'hui qui se trouve être le président du comité électoral. Je pense que ce sont des questions que rapidement le CNO doit évacuer pour aller à des élections apaisées. Parce que d'habitude, c'est le CNO qui apaise dans les différentes fédérations pour amener à aller à des élections, disons, apaisées. Maintenant, c'est autour du CNO où il y a encore des bisbilles, et je pense que le doyen Palanfo est à même de trouver la solution pour ne pas qu'il y ait une crise qui peut peut-être déboucher sur une conflagration au niveau du sport ivoirien. Et je suis au quotidien ces activités au niveau du CNO, nos confrères également qui nous rejoignent. Patrick Guité, bonsoir. Bonsoir Brice. Bonsoir Guy Bochon. Bonsoir Brice Patrick. Patrick Guité, est-ce qu'on a raison de dire que c'est une élection sous tension où de gros nuages planent sur le scrutin du 30 avril au niveau du CNO Côte d'Ivoire? Oui, on pourrait le dire, tout simplement parce que pour l'instant, nous sommes à 3 jours de l'élection et personne ne sait, parce que vous parlez sur le plateau de 3 candidats, mais jusqu'à ce jour, personne ne sait s'il y a des candidats ou pas, puisque on sait tous qu'un processus électoral démarre déjà par l'installation d'une commission électorale, par le dépôt des dossiers de candidature, de l'analyse et la validation ou pas des dossiers de candidature, et on passe maintenant donc à la communication donc des noms des candidats, effectivement. Et puis il y a la période de campagne avant donc le scrutin. Pour l'instant, on n'a respecté pour ma part aucun critère ou aucune étape de tout ce processus, jusqu'à 3 jours, comme je vous le disais, du scrutin. Personne ne peut vous dire s'il y a des candidats ou pas, puisque la commission électorale n'a ni validé ni invalidé les dossiers. Pour les documents que moi j'ai en ma possession, le comité national olympique, certainement par l'entremaître de la commission électorale, a indiqué avoir reçu les dossiers de candidature, donc avoir reçu des candidatures qui portent l'identité de M. Lucien, de M. Georges Ngouan et du président Bamba Cheikh Daniel. Donc pour l'instant, on ne sait même pas s'il y aura élection ou pas. Mais selon les informations que j'aurai, il
paraît que les validations ou les invalidations se feraient dans la salle même de l'Assemblée générale et élective. C'est inédit pour ma part parce que moi je n'ai jamais vu un tel... C'est le jour de l'élection, on va invalider ou valider la candidature. Absolument, c'est ce que j'ai comme information. Mais en tout cas, vu la configuration, il y a le président donc, de la conférence des présidents de fédération de Côte d'Ivoire qui a demandé tout simplement dans une déclaration faite ce soir même d'ajourner, de reporter ces élections-là qui, pour ma part, ne respectent aucune règle en la matière. Donc oui, vous avez raison de dire qu'il y a vraiment péril à la demeure, il y a du gros nuage noir qui plane donc sur cette élection au comité national électoral. Guy Bochot de l'autre côté, Guy Bochot, vous en savez un peu plus. Est-ce à la suite de cette guéguerre qui a existé en son temps le général Lassana Palanfo, président alors du CNO, et puis le président Bamba Cheikh Daniel, parce qu'on sent évidemment que ces deux grandes personnalités évidemment ont des soucis et cela joue sur cette élection, c'est cela? Oui, justement, effectivement, ça joue sur cette élection parce qu'on a l'impression qu'il y a une crise latente. Il y a des rancœurs qui n'ont pas été évacués, surtout du côté du général Palanfo, et ça biaise un peu déjà les élections. C'est vrai qu'ils ont dévoilé la liste des candidatures retenues. Les 3 candidats sont retenus pour les 7 élections, mais la liste électorale pose problème. Jusque-là, on ne connaît pas encore la liste électorale. Voilà, comment comprendre que la Fédération de taekwondo n'est pas sur la liste électorale? Pourtant, elle est candidate, elle fait partie du comité national olympique. Voilà, la fédération n'est pas sur la liste. La fédération de partis n'est pas. Pentathlon moderne n'est pas sur la liste. Pourtant, ce sont des fédérations olympiques. Qu'est-ce qui explique cela? On ne peut pas comprendre. Et puis, même le choix de l'athlète qui doit représenter les athlètes olympiques, c'est Mété qui a été choisi. Sur quelle base? Or, habituellement, cela se fait par élection. Sur quelle base le CNO choisit Mété? Mété Ben. C'est des choses qu'il faut élucider avant d'aller aux élections. Je pense que cette élection-là, en temps normal, il faut la reporter et puis clarifier beaucoup de choses avant d'y aller. Allez, justement, messieurs, avant de vous laisser passer, jusqu'à aujourd'hui, les élections sont prévues le 30. Nous sommes aujourd'hui pratiquement à 48 heures de ces élections. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Patrick Guité, on peut en 48 heures résoudre les difficultés, les différends et puis aller aux élections? Est-ce que c'est possible lorsque vous voyez la situation des différents candidats et également du comité olympique? Bon, déjà, cette question, ce sont les présidents du comité national olympique et justement de la commission électorale qui peuvent répondre à cette question. Puisque eux, ils ont certainement tous les éléments en leur possession. Mais moi, selon les éléments que moi j'ai en ma possession, je pense que on ne peut pas tenir des élections dans ce climat-là. On ne peut pas tenir les élections dans ces conditions-là. On ne peut pas à chaque fois et chaque jour modifier une liste électorale. Le collège électoral était à 28 éléments. Aujourd'hui, c'est passé à 32 parce qu'on a ajouté 4 fédérations, dans la fédération de cyclisme, de tir à l'arc, de tennis de table et de football. Et même au niveau du football, je vous dis que je vous informe que en face, le délégué, c'est ou Mme Dao Gabala ou M. Yassine Idriss Diallo. Alors, on ne sait pas qui sera le délégué au niveau de la fédération. Surtout qu'il n'y a pas une passation d'échange là-bas. Absolument, M. Yassine Idriss Diallo, qui vient d'être élu, devrait donc porter la voix de la Fédération ivoirienne de football, puisque la charte olympique indique clairement et que seuls les présidents de fédérations sportives olympiques élus peuvent participer donc au vote. Alors que Mme Dao Gabala, elle a été nommée donc par la FIFA à la tête d'un comité de normalisation, défunt depuis le 23 avril dernier avec l'élection de Yassine Diallo qui lui n'est pas sur place. Donc il y a ces problèmes-là, il y a des choses à éclaircir tout simplement à ce niveau. Donc il y a trop de points d'ombre dans cette affaire, en tout cas. Avant donc cette élection qu'il va falloir éclaircir avant d'y aller. Sinon, c'est sûr que le prochain président sera mal élu. Et quand il y a une élection qui ne se fait pas bien, ça fait le lit d'une crise, tout simplement, et d'un manque de confiance au niveau donc d'une structure, d'une instance qui, pour ma part, est là pour apaiser, pour rassembler, et pour
donner l'exemple en fait. Allez, merci Patrick Guité, merci à Guy Gaucho. En un mot, nos consultants, parce que ce n'est que le début de cette aventure au CNO, on a fini avec le football. Noël, lorsque vous avez tout entendu ceci, est-ce qu'on n'est pas dans la sérénité au niveau du CNO? Ah ben Brice, je ne suis pas surpris. Hein. En une minute, le CNO, c'est pour moi un bois sacré. Et qu'il faut les initier pour comprendre comment les choses fonctionnent. Et je ne suis pas surpris, vous savez, c'est une affaire de doyens. Avant de partir, ils veulent préparer forcément leurs élèves. Je suis sûr qu'il y a eu des problèmes. Et quand de nouvelles personnes arrivent pour perturber cette succession-là, ça pose problème. Le CNO, on a réparé, mais le CNO, c'est un bois sacré. Et donc, tout ce qui se fait là, c'est des choses qui concourent à forcément éliminer ceux qui n'ont pas été dans ce plan de succession-là. Mais bon, ils doivent savoir que le monde évolue et que les choses doivent changer. Allez, merci Noliapo. Et puis Mbourbane, vous également une minute avant qu'on échange longuement, certainement vendredi, sur cette action, cette élection au niveau du CNO. Oui, ça me fait un peu rire parce que quand vous prenez même la commission le collège électoral qui n'est pas encore connu, il faut savoir qu'il y a des suspicions sur le nouveau président de la FIF. Suspicions légitimes. Lorsqu'il était président central de l'AUC, un de ses vice-présidents était Bamba Cheikh Daniel. Est-ce que pour ça, le doyen voudra quand même communiquer cette liste-là? Ah, mais c'est lui le président actuellement. C'est lui le président. Et donc, certainement même... d'autres fédérations qui sont pas dedans. Ce qu'il faut dire aussi, certainement qu'ils vont proroger la passation pour permettre à Mme Dao Gabala de voter en lieu et place du président élu. Si vote il y a, parce que ce soir, cet après-midi, on l'a dit, conférence de presse du président de la conférence des fédérations qui a demandé de sursoir à cette élection, de lancer un autre jour parce qu'il faut appeler certains détails au niveau de cette élection, la liste électorale, le comité électoral. Il y a beaucoup de choses. Hein. En tout cas, vendredi, on reviendra longuement sur cette élection, après l'élection du football, l'élection au niveau du comité national olympique. Ça aussi, on aime bien cette ambiance. Merci à tous de nous avoir suivis. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.